Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La candidature à la présidentielle de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a-t-elle des chances d'aboutir? Est-ce le candidat de trop? Samedi, Gabriel Attal a présenté les 4 chantiers capitaux de son programme: école, salaire, frontières et intelligence artificielle. La campagne commence tôt. On fait le point avec le politologue Benjamin Morel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Benjamin Morel, merci d'être en direct sur Sud Radio aujourd'hui pour parler de la candidature de Gabriel Attal. Bon, c'était un peu attendu. Il a choisi la ville de le Mur de Barrez, à la frontière du Cantal et de l'Aveyron, dans l'Aubrac, pour lancer sa candidature. On se souvient qu'il avait fait grand effet quand il avait fait une conférence de presse dans Tarn-et-Garonne, je crois, devant une motte de paille. Il trouve que la ruralité, finalement, la campagne, ça doit être pour lui la France profonde, parce qu'il est très parisien, est un symbole assez fort pour lancer une candidature à la présidentielle. Benjamin Morel, il fait ça parce qu'il faut, dans cet enjeu où il y a beaucoup de candidats et il y aura qu'un gagnant, il est dans la position du Prums, je veux être le premier, où ils se sont obligés de prendre position par rapport à Édouard Philippe le plus tôt possible pour pouvoir avoir une légitimité. Quel est le calcul qui explique qu'il soit lui là le premier à avoir déclaré dès aujourd'hui, dès le mois de mai, sa candidature à la présidence de la République? Le calcul, en effet, c'est que il s'agit de poser très en amont une candidature pour lui donner le temps de prendre, considérant que aujourd'hui, d'un point de vue sondagier, il est un petit peu en retard, notamment par rapport à Édouard Philippe, qui, dans cet espace politique, est son principal concurrent. Donc, on peut considérer que c'est très tôt. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, pour les élections de 2017, il ne se déclare qu'en décembre 2016. À la même période, les primaires de la droite et de la gauche n'avaient pas encore eu lieu. Donc on a une campagne qui est une campagne extrêmement marathon. C'est-à-dire que c'est très très loin en fait l'élection, encore quoi qu'on en pense. Et donc là, il s'agit de s'imposer et ça démontre quelque chose qui est en fait la fin des grands partis qui filtraient ces candidatures. Là, il faut partir tôt pour espérer s'imposer, pour espérer un retrait de ses concurrents, à défaut d'avoir une instance de filtre. Cette instance de filtre, naguère, c'était le parti. Pourtant, vous savez bien, Benjamin Morel, que le calendrier a une histoire. Il faut pas partir trop tôt, faut pas partir trop tard. Dans l'histoire de France et dans les récentes candidatures à la présidentielle, on a vu que certains étaient partis trop tôt, d'autres trop tard, et que c'était peut-être à l'origine de leur échec. Là, le calendrier, il est fixé par quoi? Il faut prendre la place. Il faut prendre la place du candidat officiel de la Macronie. Il sait très bien qu'Édouard Philippe ira. Ça veut dire qu'il va y avoir un duel entre les deux hommes et que ce sont les sondages qui les départageront, car on suppose, Benjamin Morel, qu'ils ne se maintiendront pas les deux, sachant que ça serait un échec garanti pour le camp de la Macronie. Ça, il faut voir. Pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est que, dans la dernière ligne droite, s'il y a un risque d'opposition RN contre la FI au second tour, le si a toute son importance, oui. À ce moment-là, l'un des deux devra se retirer. Il faut bien comprendre que le problème d'une campagne marathon, c'est que ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que là, on a plusieurs grands meetings qui vont être tenus. Il y en a déjà certains par Gabriel Attal. Tout ça, ça coûte de l'argent. Si in fine, vous ne vous présentez pas, il n'y a aucun remboursement public. Et donc, quand vous partez très très tôt, vous engagez des frais, et ces frais, ils peuvent être en pure perte. Et donc, plus on avance proche de l'échéance, plus vous dépensez, plus le coût du retrait devient extrêmement important. Donc avec une campagne qui commence au mois de mai, se retirer en février pour des candidats qui auront déjà à ce moment-là beaucoup dépensé risque d'être compliqué. Donc il y a un risque de maintien jusqu'au bout, notamment si à ce moment-là la pression d'électorat n'est pas si forte, sachant que on l'a vu la dernière fois, rien n'est fait au mois de février. Au mois de février, vous pouvez encore avoir des candidats qui s'envolent, d'autres qui s'effondrent. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir un suspense jusqu'au bout, y compris dans cet espace central. Évidemment. Alors, cela dit, pour les comptes de campagne, en termes de trésorerie, Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a beaucoup plus de moyens qu'Édouard Philippe avec son parti Horizon, et on sait que si l'un des deux ne fait pas 5%, ils ne sont pas remboursés. Donc il y a quand même un enjeu financier énorme dans cette candidature.
Oui, tout à fait, mais si vous ne vous présentez pas jusqu'au bout, en fait, si vous déposez vos 500 signatures, si jamais certains de vos auditeurs envisagent la campagne, si vous déposez vos 500 signatures, vous êtes certain d'être remboursé d'à minima 800 000 euros. Si vous faites 5%, vous êtes remboursé potentiellement à 50% du plafond, c'est-à-dire environ à 8 millions d'euros. Et donc, à partir de là, le fait de ne pas présenter sa candidature signifie que vous n'avez que zéro remboursement. Et donc, plus vous avancez, plus en fait le coût du retrait devient important, parce que plus vous avez dépensé en pure perte, sans aucun espoir de remboursement public. Vous pensez, Benjamin Morel, que pour l'instant, le camp de la Macronie va se résumer à ces deux candidats, ou il n'est pas écarté qu'un troisième larron vienne jouer en disant, je vais mettre tout le monde d'accord, j'y vais aussi, ou pour l'instant, on va rester sur Gabriel Attal et Édouard Philippe, ou tel que vous connaissez le personnel politique, il pourrait y avoir une ambition, une initiative inattendue. Il peut y avoir des ambitions et des initiatives, mais vous allez me croire obsédé par l'argent. Mais si jamais vous voulez faire une campagne, c'est à minimum 8 millions d'euros à peu près. Et combien? ça, 8 millions. Il faut que 8 millions pour faire une campagne. Allez, entre 5 et 10, on est d'accord, voilà. Et donc, il faut que des banques vous prêtent. Si jamais vous faites un score inférieur à peu près 7% en temps habituel à l'automne, aucune banque ne va vous prêter l'argent pour faire campagne. Et qui plus est, les deux gros véhicules que sont Renaissance et Horizon, qui peuvent éventuellement avoir un peu de fonds propres, aujourd'hui sont pris par des candidats qui, a priori, ont envie d'y aller. Gabriel Attal, Édouard Philippe. Alors, il y a une caisse du côté du MoDem, éventuellement, mais dans cet espace central, on va dire que les sources financières pour y aller sont très réduites. Et donc, c'est pour ça que la possibilité d'une candidature autre venant de cet espace-là, aujourd'hui, apparaît relativement limitée. Et qui plus est, la base électorale, il n'y a pas de réserve dans l'abstention. Donc, par définition, ce serait un jeu perdant-perdant, parce que ça ne drainerait probablement pas de nouveaux électeurs dans cet espace central. D'ailleurs, Benjamin Morel, qui avait payé les deux gamelles de Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse ? 1,5 et 2,4. 1,75 et 2,40. La force d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, c'est qu'elle s'appuyait quand même sur des partis qui ont un peu d'argent. Alors Valérie Pécresse, il a fallu mettre un peu de il y a un petit rajout, je crois, il y a un petit apprend. Un petit rajout. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple ce qui se passe au centre-gauche, si on décale un peu de notre regard, en fait, quel est le but de la bataille picrocolline pour une primaire ou pas de primaire, etc. C'est une chose, c'est récupérer en fait la caisse du PS. Le PS est le seul parti qui peut financer à peu près une campagne dans l'espace social-démocrate. Et donc il n'y a pas de Hollande 2027, il n'y a pas de Clémentine Autain 2027, il n'y a même pas de François Ruffin 2027 sans soutien du PS, parce qu'en fait, il n'y a pas de caisse de guerre qui permettrait de porter ces candidatures. C'est pour ça que tous les candidats dont on entend parler aujourd'hui, avant d'y aller, il va y avoir d'abord le filtre des juges, que ce soit du côté du Rassemblement national ou potentiellement du côté d'autres candidats, et ensuite avoir à l'automne le filtre des banques, et puis in fine, il y aura le filtre des 500 signatures. Tout ça fait que nous aurons le temps. Donc vous entendez, les candidats n'iront peut-être pas en effet jusqu'au bout. Benjamin Morel, nous aurons le temps de vous recevoir ici et dans d'autres émissions pour disserter sur ce sujet. Vous avez fait là un tour d'horizon assez précis du paysage qui nous attend. Revenons sur le fond. Le programme de Gabriel Attal, il casse 3 pattes ou 2 pattes à un canard, car je suppose que lui, c'est de dire mon programme ne sera pas celui d'Édouard Philippe. Quand on le regarde, on voit pas bien. On présage de rien. Je ne trouve rien de vraiment. On renverse pas la table. Vous êtes d'accord, même s'il a des termes assez précis, il y a un peu de fougue. Mais enfin, voilà, les réformes qu'il propose sont celles auxquelles tout le monde s'attend et que tout le monde propose. Oui, et c'est un programme, si vous voulez, qui peut pas renverser la table pour une raison simple, c'est que il s'appuie sur une base électorale qui n'a pas envie de renverser la table. Au bout du compte, la base électorale la plus conservatrice en termes notamment de politique économique, ça reste l'espace central, parce que c'est l'espace qui n'a pas vraiment intérêt à une révolution. Donc à partir de là, il faut être révolutionnaire dans la communication, donc disons qu'on va casser la baraque en effet, et en même temps être relativement conservateur dans les perspectives que on met en place. Il y a un élément d'inflexion important tout de même avec Édouard Philippe, c'est les sujets sociétaux. Et d'ailleurs, on a une communication aujourd'hui, une petite lutte sur la question de la GPA entre les différentes tendances de la majorité. Il s'agit de montrer que l'atalisme serait un, entre guillemets, progressisme sociétal, là où Édouard Philippe s'ancre plutôt historiquement à droite et sur une logique qui est une logique
plus traditionnel. Mais bon, c'est pas non plus un effet levier électoral important, si vous voulez. Ce qui est le témoignage d'une faiblesse en réalité, c'est-à-dire que pour Gabriel Attal, il y a un vrai problème de définition d'électorat. Tout à l'heure, vous moquiez gentiment, parce que je vous connais un petit peu, Perico, de son rapport au territoire. En effet, c'est-à-dire que les électeurs du périurbain et du rural qui votent RN vont jamais aller voter Gabriel Attal parce qu'il est monté sur une botte de paille. Donc là, on a une forme d'aveu d'échec, c'est-à-dire qu'en allant chercher des électeurs qu'il ne peut pas vraiment aller chercher, en surjouant des codes qu'il n'a pas, il montre que là-dessus, l'espace politique qui est le sien est quand même assez réduit, assez peu extensible, et qu'à partir de là, il essaye de donner des signaux en termes de communication dont on ne voit pas réellement la traduction électorale possible. Alors justement, quand on est au centre, il faut ratisser large, c'est bien connu, c'est un candidat de rassemblement. Comment ratisser large quand on a deux extrêmes qui sont le RN et la France Insoumise, donc une partie de Français qui sont en crispation, en colère? Comment séduire une partie de cet électorat dont on a forcément un peu besoin? Ce sont deux analyses, deux visions de la France totalement irréconciliables. On peut ratisser large aujourd'hui quand on est à la situation de Gabriel Attal? On peut tenter de ratisser large au deuxième tour. C'est-à-dire que si vous trouvez face au RN, vous allez chercher l'électorat de gauche, etc., et vice-versa. Mais en revanche, au premier tour, c'est compliqué parce qu'il faut bien comprendre que l'électorat centriste, il est très limité démographiquement. Pour l'instant, on est au premier tour. Ouais, exactement. Il est plutôt vieillissant. On parle de 20 à 25% de l'électorat. Qu'est-ce qui fait Macron en 2017? Ce qui fait Macron en 2017, c'est une primaire à gauche avec un candidat très polarisé, qui est Benoît Hamon. Une primaire à droite avec un candidat très polarisé et avec des boulets aux pieds, qui est François Fillon, et le retrait de François Bayrou. Il y a l'électorat centriste, 20 à 25% de l'électorat, qui est orphelin, et il y a une personne qui peut capitaliser dessus. Il s'appelle Emmanuel Macron. Là, cet espace, il s'est plutôt réduit démographiquement depuis 10 ans, et ils sont sur la base sociologique de cet électorat, mais à peu près 4. Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau. C'est pas les mêmes lignes, mais c'est la même base électorale visée. Et donc une fois que vous avez dit ça, il devient très très compliqué pour un candidat d'exister et d'envisager faire un bon score face à un espace en rétrécissement et en plus avec surabondance de candidats. Benjamin Morel, vous savez que le thème de cette radio c'est le parlons vrai. Je connais votre sagacité, votre expérience. Je vais pas vous demander un pronostic, ça serait trop bête. Je vais vous poser une question simple à laquelle vous allez répondre avec votre précision et vos convictions. Est-ce que le résultat de mai 2027 peut être très différent de ce qu'on escompte aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir, dans la mesure où il y a un flou un peu général, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui soit totalement différent des scénarios aujourd'hui envisagés? Oui, il peut y avoir beaucoup d'accidents électoraux. Aujourd'hui, en plus, on a des candidats qui sont des candidats relativement faibles. Déjà le 7 juillet, il y aura le choix entre Marine ou Jordan Bardella, ou Marine Le Pen, Jordan Bardella. Déjà, ça va être une donne importante, semble. Voilà. Exactement, ça change complètement la chose parce que vous avez des fragilités de candidature qui sont très différentes l'un par rapport à l'autre. Ensuite, il y a la question de est-ce qu'on aura à nouveau un phénomène Mélenchon comme on a eu les dernières fois, c'est-à-dire une capacité de la candidature Mélenchon de passer de 10 à 20% en quelques mois. Ça, on l'a vu 2 fois. Ou un phénomène Macron comme en 2017, c'est-à-dire un peu l'inconnu qui sort et qui ramasse la mise. Alors ça, c'est une possibilité, à ceci près que, comme on le disait tout à l'heure, ce qui fait Macron, c'est pas seulement le talent de Macron, c'est un espace électoral qui s'ouvre. Là, ce qu'on peut constater quand même, c'est que dans l'espace central, il y a pléthore de propositions et que donc l'espace politique pour une nouvelle candidature est pas tout à fait évidente pour l'instant, mais il peut se passer encore beaucoup de choses entre, encore une fois, qui sera sur la ligne de départ, bien malin celui qui peut le dire aujourd'hui, et de l'autre côté, les accidents de campagne, entre les affaires judiciaires et les candidatures qui s'effondrent. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, donc je ne prendrai pas de pronostic. Espérons, Benjamin Morel, et je pense que vous partagez cette opinion, que nous aurons une vraie campagne politique avec les vrais enjeux d'avenir de la France et pas des enjeux entre le diable ou le choléra et la guerre d'Ukraine qui pollue tout. Qu'on ait un vrai débat au sein du peuple français pour savoir quelle France on rêve et dont on a envie. Exactement. Merci. On a besoin de faire des choix. Merci Benjamin Morel d'avoir été en direct avec nous et je ne doute pas que j'aurai certainement besoin d'avoir vos avis sur l'avenir de la politique française. À très bientôt sur Sud Radio.